Bon, eh bien, bonjour. Normalement, nous sommes relativement nombreux, mais je pense qu'il doit y avoir un décalage qui se produit, mais les personnes vont arriver donc en cours de route. Je vais commencer à l'heure parce que, comme j'ai beaucoup de choses à dire, même si on est en petit comité pour démarrer, ça va, je pense que ça intéressera pas mal de monde. Le discours que je vais mener aujourd'hui est un peu particulier. Le thème que j'ai choisi, c'est expliquer un petit peu comment on fait aujourd'hui, comment font les éditeurs pour s'adapter finalement aux besoins qui sont les nôtres actuellement, qui sont les nôtres en matière de performance, et je parle ici d'application. Bien entendu, le thème, donc, c'est les runtime. Pardonnez-moi cet anglicisme malvenu, je veux bien l'admettre, hein. C'est donc en fait les plateformes d'exécution, et c'est un petit peu un regard que nous allons porter ensemble sur les architectures modernes, dites de runtime, dites de machines virtuelles, etc. Des choses qui font que, eh bien, on va pouvoir écrire et surtout exploiter des applications dans des conditions normales qui sont les nôtres d'aujourd'hui et qu'on va donc expliquer un petit peu plus loin. Alors d'abord, si vous le voulez bien, je vais donc partager mon écran, comme ceci. Voilà, donc, alors je rappelle d'ailleurs toujours que la présentation que je vous fais ici est une présentation qui est accessible sur notre site internet, donc www.lemarçon.com. Il suffit d'aller dans la rubrique en direct, de choisir le mois de juin et vous allez retrouver l'enregistrement donc de cette présentation. Alors, de quoi allons-nous parler? Donc, on va parler de runtime, hein, donc de plateforme d'exécution, plateforme de traitement. Alors, on va revenir d'abord sur le concept, hein, pour savoir ce que c'est, comment ça se positionne, sachant qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident qu'avant. Avant, on savait exactement ce qu'était une plateforme d'exécution. Maintenant, c'est assez diffus. Il y a des morceaux qui sont dans les systèmes d'exploitation, des morceaux qui sont ailleurs, dans une machine virtuelle, par exemple. C'est beaucoup moins évident qu'avant. Alors, on va regarder les contextes d'usage et les services que rendent donc on va dire ces runtime. On va regarder essentiellement donc les liens qu'il y a entre ces plateformes d'exécution et les langages. Et je prendrai deux grandes familles d'utilisation. Les langages, on va dire, classiques, objets, tels que les langages .NET ou les langages Java, mais aussi Python, que je prendrai comme exemple, puisque lui aussi dispose d'une machine virtuelle. Mais également, on fera un long discours sur les scripts, et donc essentiellement autour de JavaScript, et puis les déclinaisons autour de JavaScript avec Node, et puis donc les JavaScript sur les serveurs, mais également donc d'autres scripts tels que PHP. Et puis on fera une part importante, on laissera une part importante à la technologie du WebAssembly qui permet aujourd'hui, ce qui est une obligation, hein, d'exécuter du code performant. Alors, il y a différentes solutions, mais celle-là est très intéressante dans un navigateur, dans un browser. Ce qui va donc être une contrainte, j'explique tout de suite pourquoi. En fait, quand on regarde bien l'évolution de notre contexte applicatif, vous voyez, le contexte applicatif, il a quand même pas mal changé depuis quelques années. On va dire que quels étaient, par rapport à ce contexte applicatif, quels étaient les rapports que moi, utilisateur devant ma machine, mon PC ou autre chose, eh bien, quels étaient les rapports que j'entretenais avec ce qu'il y avait derrière. Et donc, sur ma machine, entre autres. Eh bien, avant les années 2000, on peut dire que, disons, l'interface que l'on avait avec notre machine, c'était le BIOS. C'est-à-dire le BIOS, c'est-à-dire cette espèce d'écran que l'on voit ici, qui est un écran donc bleu, mais ce n'est pas un écran de plantage, hein, un écran bleu qui nous permettait, on va dire, de paramétrer la machine et de faire en sorte on définissait quelle était la partition à partir de laquelle on allait donc démarrer la machine, etc. Donc on avait un rapport direct avec cette machine à travers le BIOS. On va dire qu'entre 2000 et 2015, alors je ne vais pas chercher la petite bête sur les dates exactes, hein, mais c'est à peu près ça, eh bien on a eu non plus un rapport avec le BIOS qu'on a oublié, mais le système d'exploitation. Notre interlocuteur a été le système d'exploitation, Linux, Unix et puis donc bien entendu Windows. Depuis 2015, et ceci est essentiel, le monde a changé. Et maintenant, l'interlocuteur ou l'interface de l'utilisateur,
Eh bien, c'est avant tout HTML, puisque les applications se HTMLisent, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, c'est HTML, et donc à l'intérieur de HTML, JavaScript. Et donc, ce qui va devenir essentiel, et c'est ce qui compte aujourd'hui, c'est la performance du moteur JavaScript qui est à l'intérieur. Alors, il y en a des dizaines de moteurs JavaScript, tous plus ou moins compatibles avec les références, vous savez ce qu'on appelle les références ECMA actuellement, et le plus connu, c'est le moteur V8 donc de Google, qui est particulièrement performant. Ce qui va compter demain, c'est ça. C'est le fait que le code que je vais exécuter soit sur ma machine, soit sur un serveur, eh bien, sera servi par un moteur JavaScript de grande qualité. Vous voyez, ça change énormément. Ce qui va compter donc également, ce sera donc les API JavaScript, bien entendu, entre parenthèses, et donc qui sont des API telles que Angular ou que React. Ce qui va compter aussi, ce sont des architectures distribuées. Donc, on va être confronté à des problématiques de distribution d'applications à travers le paradigme bien connu MVC qui remonte à 1969. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça remonte à Smalltalk, que ça. Donc, le concept de MVC qui était un éclatement donc, entre trois éléments, le contrôle, la vue et puis le modèle. Et puis, il y a des architectures maintenant qu'on appelle des architectures MSA, donc qui sont fondées sur des microservices embarqués le plus souvent dans des containers. D'ailleurs, on l'évoquera un petit peu plus loin, parce qu'au fond, un container, c'est aussi une forme d'exécution un peu particulière. Ce que l'on demande aussi, ce qui nous pose d'ailleurs souci, c'est de maîtriser la sécurité. Alors ça, on est un petit peu moins à l'aise, hein, parce qu'avec JavaScript, disons qu'il y a quand même un certain nombre de failles moins importantes que par le passé, mais qui continuent de perdurer et qui nous pourrissent un peu la vie, il faut bien dire. Dans la mesure où on donne de l'importance à HTML5 et à JavaScript, il est évident qu'on met en lumière, disons, les imperfections ou les faiblesses que peut avoir nativement JavaScript, dont je rappelle qu'il n'a jamais été fait pour ça. Quand Brendan Eich, chez Netscape, il y a un certain nombre d'années, avant même que Microsoft sorte de son Internet Explorer, à l'époque, Brendan Eich n'avait jamais imaginé ce qu'allait devenir un langage. C'était simplement un truc qui permettait d'améliorer, on va dire, un petit peu les conditions de présentation des pages HTML. Mais la vie a été comme ça. JavaScript est devenu un langage, un véritable langage, qui d'ailleurs aujourd'hui, je n'insisterai pas là-dessus, mais qui d'ailleurs aujourd'hui a un certain nombre d'ingrédients que l'on trouve dans des langages orientés objets. On demande donc des performances extrêmement élevées, hein, et on veut des langages serveurs qui vont donc générer et traiter donc les pages HTML, eh bien qu'elles soient efficaces. Ce sera donc du PHP que l'on va évoquer, ASP.NET dans le monde de Microsoft, Java, bien entendu, hein, et puis Node, qui est quand même une solution qui a beaucoup de succès actuellement. Alors, qu'est-ce qui compte actuellement? Les architectes chez vous sont tous pareils. Hein. En fait, ce qu'ils demandent, c'est de respecter, on va dire, 5 critères. Universalité, performance, simplicité, compatibilité et transparence. Les solutions ne seront pas toutes aussi efficaces dans tous ces domaines, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'on demande. L'universalité, vous savez, il faut s'éloigner maintenant de la spécificité des solutions et il faut faire en sorte que ce que l'on pratique eh bien, soit le plus générique possible dans la conception des outils. Simplicité, il faut que les solutions ne soient pas des usines à gaz, il ne faut pas que ce soit des trucs monstrueux, incompréhensibles, impossibles à maintenir et surtout donc garante des futurs problèmes. Simplicité, on l'a déjà dit souvent quand on a parlé de gestion de projet, c'est ce qu'il y a de plus difficile justement donc à obtenir. Performance, bon évidemment aujourd'hui, avec les volumes de données que l'on a, le temps réel, le fait que l'on a besoin maintenant d'immédiateté dans le traitement et dans les résultats, ça induit d'avoir des solutions très performantes. Et par exemple, dans le monde JavaScript, par rapport à Java, on compare souvent Node, qui est une solution JavaScript avec, on verra, un seul process en activité à un moment donné, qui est une sorte d'ordonnanceur des travaux, par rapport à Java. Mais on essaye de comparer ça parce qu'on a besoin de performances extrêmement élevées.
La transparence, ben, on veut l'amélioration donc des comportements qui doit être transparente et ne pas nécessiter des introspections lourdes, des modifications et des migrations importantes. Il faut que nos systèmes soient le plus adaptables possible et l'une des raisons d'ailleurs du choix d'HTML et des applications, on va dire, web aujourd'hui, c'est ça. C'est l'une des raisons. Parce qu'avant, avec les clients lourds ou même les terminaux, dès qu'il fallait faire des migrations, on en avait pour 2 ans. Hein. Alors là, maintenant, on n'en est plus là. Et puis enfin, dernier point que demandent donc les gens, c'est la compatibilité. Les solutions ne doivent pas remettre en cause l'existant, mais au contraire s'y adapter. Et d'ailleurs, par exemple, quand on parlera de LLVM un peu plus loin, c'est une manière de s'adapter. Hein, c'est pas, LLVM, c'est une boîte à outils qui permet en particulier de créer des langages. Sauf que on n'est pas obligé de partir de zéro. On peut aussi essayer d'adapter un langage existant à des fonctionnalités qu'il n'aurait pas. Par exemple, la parallélisation des fonctionnalités de sécurité. Et LLVM est un projet génial de ce point de vue-là, puisqu'il permet d'adapter ce qui existe sans nécessairement le remettre en cause. Donc, vous voyez, compatibilité, il ne faut pas remettre en cause l'existant, il faut le moins de rupture possible. Vous voyez, et il faut donc trouver, et ce sera toute la difficulté des architectes aujourd'hui, et j'en vois plusieurs parmi vous, eh bien, un compromis entre compatibilité et dégradation de l'existant, hein, donc performance, fonction, etc. Voilà, donc ça, c'est ce qui compte aujourd'hui. Alors, le concept de runtime. Un runtime, c'est en anglais, hein, c'est donc on va dire, c'était une plateforme d'exécution. Ça explique pour beaucoup aujourd'hui la performance des systèmes modernes. C'est un sujet dont on ne parle en général pas de manière générique. On ne traite pas la notion de runtime. Vous voyez, je vous fais une présentation sur les runtime, mais c'est une approche qui est très particulière. En général, on va dire, je vais traiter Java et j'ai donc un runtime d'exécution qui est sa machine virtuelle. Je vais traiter le runtime dans ce cas-là, mais amené par un langage. Ma façon de voir les choses, c'est pas tout à fait ça. Je dis que ça, c'est une couche que l'on peut très bien imaginer au-dessus et qui va avoir des implications dans beaucoup de domaines, et d'ailleurs, pas simplement dans les langages. On parlera également les SGBD. Hein. SGBD, c'est quoi? C'est quand même une plateforme pour exécuter donc des requêtes d'accès à des données relationnelles ou non, et c'est donc bien une plateforme d'exécution. Bien. La performance des systèmes modernes, elle s'explique, je vous dis pourtant, largement par les runtime et leur architecture d'exécution, d'où le zoom hein, que je lui applique donc aujourd'hui. Alors un runtime, c'est une plateforme matérielle et ou logicielle qui peut être dédiée à un langage, très bien. Ça peut être dédié donc à une base de données, ça peut être aussi dédié à une API. Alors j'en parlerai pas de ça. Mais quand on parle d'API, eh bien, l'API, ce n'est pas uniquement un ensemble de composants que l'on va mettre en œuvre. Non, non, c'est une architecture de mettre en œuvre, une manière de mettre en scène donc les composants qui vont s'exécuter dans ce que on peut donc considérer comme une plateforme d'exécution, donc un runtime. Une API, ce qui est le plus difficile d'ailleurs dans une API, ce n'est pas tellement d'apprendre la syntaxe des composants, c'est d'apprendre la manière de les mettre en œuvre. C'est ça qui est compliqué. Donc, ça sera une API, etc. Le runtime va apporter des services à ces langages, à ces bases de données, etc. En principe, mais ce n'est plus tout à fait vrai maintenant, il est sollicité le runtime uniquement pendant la phase d'exécution. Pour un langage, il va être constitué donc de l'ensemble des comportements qui ne seront pas pris en charge par le programme lui-même. Ça, c'est essentiel. Vous écrivez un programme, vous allez prévoir un certain nombre de choses, et bien, ce qui n'est pas prévu dans votre programme et que vous voulez quand même amener, plutôt que de le coder dans le programme, eh bien, vous pouvez l'amener sous la forme d'une fonctionnalité dans le runtime d'exécution du dit programme. Vous voyez, c'est comme ça, donc il faut bien voir les choses. Alors, il y a aussi donc des engins, on vient de le dire, qui sont liés donc à des bases de données. Par exemple, par rapport à, regardez, PLSQL. PLSQL, c'est quoi? C'est un langage impératif dans lequel il y a des instructions SQL, mais finalement, il y a aussi des compilateurs,
des compilateurs, donc des compilateurs SQL qui vont donc générer du code à partir des instructions SQL, générer du code qui sera plus ou moins éloigné de la machine à travers des langages intermédiaires ou bien directement du langage machine. Donc c'est quelque chose qui s'applique à beaucoup de choses. On pourrait aussi dire dans le monde Hadoop, par exemple. Dans le monde Hadoop, vous avez des traducteurs, vous avez des convertisseurs map and reduce, qui est donc en fait une manière d'organiser donc les tâches dans un monde distribué en cluster qui est spécifique du monde Hadoop. On est exactement dans le même domaine. Alors je vous l'ai dit, je prendrai donc deux exemples bien précis, enfin deux familles d'exemples. D'une part donc les familles de langage, on va dire Java et .NET et disons l'architecture.NET, les langages orientés objets. Je prendrai Python. Python est un langage qui est à la fois un compilateur, un langage compilé et un langage interprété. Ce qui nous intéresse ici avec Python, ça va justement être son côté compilé. Parce que sans que vous sachiez, des fois, quand vous écrivez un code Python et que vous l'exécutez, en fait, vous faites une compilation dans un langage intermédiaire, un bytecode, qui est spécifique à Python et vous ne le voyez pas. Mais je vous montrerai quand même l'allure qu'a ce machin-là. Bon, on parlera donc également de PHP et JavaScript, comme je vous l'ai indiqué. Alors, finalement, vous voyez sur ce schéma ici, pratiquement la synthèse de ce que je dois vous dire. Au fond, quels sont les services que va rendre finalement un runtime? Ça sera par exemple le garbage collector, la garbage collection, c'est-à-dire le nettoyage des objets en mémoire. Avec un langage comme C++, vous devez explicitement indiquer comment vous nettoyez les objets qui ont été instanciés en mémoire à partir du moment où ils ont été utilisés. Bien. Avec un langage comme Java, ce n'est pas le cas. Vous avez un garbage collector qui normalement fait le travail. Entre nous, il ne le fait pas très bien. Mais bon, il le fait. Le succès, par exemple, qu'a eu un serveur d'application Java qui était donc un serveur qui a été très utilisé pour la version 4, c'était ça, par exemple. C'était je prends en charge des fonctions qui ne sont plus traitées par le langage lui-même. Et je le mets dans ce qui va être un enrobage, qui va être le serveur d'application Java, par exemple, la gestion des dépendances, dont je dirai un mot un peu plus loin. C'est la gestion des flux d'entrée-sortie, c'est le filtrage et le traitement donc, de gros volumes de données. Voilà. Ça peut être la gestion des priorités d'exécution, plutôt que vous embarquiez à traiter ça dans votre système à vous, dans votre programme à vous, ou que ça soit géré par un module du système d'exploitation, que le programme peut appeler, eh bien, vous pouvez faire appel à un runtime qui fera ce travail-là. Ça sera l'appel des fonctions système d'exploitation, il fera le travail pour vous, plutôt que vous le fassiez directement depuis le programme. C'est la gestion des événements asynchrones, ce sera le cas d'ailleurs avec Node, et puis ce qu'on appellera donc les serveurs non bloquants, l'appel de routines qui ont été écrites en assembleur, qui peut même aider que ce qu'on vient de dire, c'est la gestion des variables d'environnement. Variables d'environnement qui ont un rôle très important. C'est l'appel à des sous-programmes et à des fonctions externes. La gestion des dépendances. Pendant longtemps, on était bien obligé dans nos programmes objets de dire j'utilise tel composant, mais comme ce composant a besoin d'un autre composant, eh bien, j'importe également l'autre composant. Alors, imaginez un peu le travail qu'il fallait mener pour être à jour et ne pas manquer justement de ces composants. Alors ça, c'est la fameuse gestion des dépendances que pourra donc assurer le runtime. C'est la remontée d'indicateurs d'exécution, indicateurs d'exécution qui montreront comment se comporte le programme. Ce que vous pouvez aussi embarquer dans votre programme. Vous avez des API, mettons en Java, qui vous permettent de dire comment vous vous comportez. Seulement, là, vous tombez dans la télémétrie. Et ça ne sera pas très évident. Si je peux me sous-traiter ça à un runtime qui fera le boulot, le travail à ma place, moi, je suis très content. Bien. Des fonctions donc, de mise au point de bas niveau, des fonctions de parallélisation. Bon, tout ça, ce sont des fonctions, puis il y en a d'autres, qui peuvent se répartir soit dans le programme, soit dans le compilateur pour certains d'entre eux, soit dans le système d'exploitation, et je vous dis de plus en plus dans la plateforme d'exécution qui aura donc l'avantage d'être plus générique, qui est donc l'un des critères que j'évoquais donc précédemment. Alors, je regarde, je passe vite là-dessus parce que c'est pas fondamental et vous connaissez ça parfaitement. Je regarde maintenant dans les langages orientés objets. Quand on regarde la distribution que vous trouvez donc avec Java,
Alors, ceci, donc, c'est une illustration qui nous vient d'Oracle. Vous voyez qu'il y a un ensemble donc, de bibliothèques, hein, et vous voyez le JRE qui est ici, c'est donc le runtime, qui est constitué de quoi? Eh bien, il est constitué d'une machine virtuelle, de bibliothèques de base, qui sont donc des librairies de base, hein, qui d'ailleurs ont beaucoup posé de problèmes, ont posé beaucoup de problèmes au moment de la migration du JDK 8 vers le JDK 9. Il y a d'autres librairies, que vous voyez, donc, voilà, des librairies qui sont liées donc, à l'interface, la manière de déployer, etc. Bon, ce schéma, d'ailleurs, n'est pas le plus récent, c'est pas grave. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut bien faire la distinction entre ce qu'on va appeler donc, le JRE et par rapport au JDK. Hein, le JDK donc, englobe en plus la syntaxe du langage, tel que ce qu'on voit ici en haut. Bon, donc, on va dire que le JRE dans le monde Java, c'est ce qui permet d'exécuter un programme Java dans une machine virtuelle. Alors, ce qui m'a beaucoup étonné depuis quelques temps, c'est que finalement, je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas ce que c'était qu'une machine virtuelle. Et bien sûr, ils savaient quand ils utilisaient donc un programme Java, mais au fond, c'était quoi? Et quand on leur disait, finalement, dans le monde Java, c'est quoi? On compile un code, un point Java, on le compile en un point classe, et ce point classe, c'est ce qu'on appelle donc un bytecode, donc un code qui est donc interprété, hein. Eh bien, vous ne voyez pas trop comment l'allure que ça avait, donc je me suis permis de rappeler un petit peu ce que c'est. Parce qu'une machine virtuelle, qui n'est pas un concept qui a été inventé ni par Microsoft, ni par Gosling et ceux qui ont créé donc Java chez Sun à l'époque, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur, sauf que c'est un ordinateur logiciel qui est implémenté par l'intégrateur dans une machine. Voilà. Donc dans la machine, il y a la machine physique et puis il y a un ordinateur logiciel. Et comme la machine physique, l'ordinateur logiciel que j'appelle donc la machine virtuelle, eh bien, il a un langage et qui s'appelle le bytecode. Et la compilation vous donne du bytecode. Et vous verrez d'ailleurs que dans beaucoup de runtime aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que le terme de bytecode a été un peu galvaudé. On l'utilise un peu à toutes les sauces. Il y a beaucoup de langages qui, à la compilation, génèrent donc du bytecode. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, que fait donc la machine virtuelle? Donc, elle va interpréter le bytecode issu de la compilation. Elle interagit avec le système d'exploitation, la machine virtuelle. Elle gère sa propre mémoire et elle dispose de son système de sécurité. Et elle a donc son jeu d'instructions, mais pas de registre utilisateur. Il n'y a que des registres système, tels que la stack pointer, par exemple. En fait, la machine virtuelle va fonctionner avec un système donc à état sur une pile, ce qui va être d'ailleurs une grosse différence par rapport à d'autres systèmes que je vous montrerai après. L'architecture, vous la voyez ici, hein. Voyez, donc c'est le cœur d'exécution de vos programmes. Il y a un chargeur de classes donc, qui copie donc, en mémoire les classes qui lui sont demandées à l'exécution. Et là, vous avez une zone classe donc, Java qui est réservée à ça. Le traitement des données est effectué dans la zone méthode et dans les piles. La zone méthode contient le code exécutable, les variables et les constantes. Et à chaque fois que la JVM charge une classe, elle crée un process, un thread si vous préférez. Chacun de ces process dispose de sa propre pile. Et le jeu d'instructions comporte des instructions de manipulation donc de piles. C'est intéressant de le noter. Alors je sais bien, on est vraiment dans la partie technique hein, de notre présentation. Mais c'est important parce que quand on va comparer avec d'autres systèmes, le fait de travailler sur des piles, ce n'est pas la même chose que de travailler sur des registres ou des zones mémoire. Et donc, c'est une différence donc, que l'on peut donc signaler dès maintenant. Alors, un langage bytecode, eh bien, c'est ça. Alors, pour ceux qui ont fait de l'assembleur, dans nos souvenirs, donc avoir fait de l'assembleur, c'était les bons moments, hein, on écrivait des programmes qui ne marchaient jamais, c'était super. Mais au moins, ça avait un avantage. C'est que je crois qu'on connaissait bien les machines. On connaissait bien l'architecture des machines. Pourquoi? Parce que on ne pouvait pas écrire un code en assembleur sans connaître l'architecture et la structure de la machine. Toutes les instructions de l'assembleur eh bien, ont une connotation, disons, un lien avec une caractéristique physique donc de la machine. Eh bien, la machine virtuelle,
Java, hein, elle est constituée, d'abord elle a un langage qui s'appelle donc le bytecode, qui est constitué d'un peu plus de 200 instructions et qui sont regroupées donc on va dire en 7 grands chapitres. Alors, les load and store que connaissent bien les gens qui ont fait de l'assembleur, l'arithmétique et logique avec des additions, des compléments. Alors, ceux qui ont manipulé des registres en complément à ceci ou cela savent que ce n'est pas toujours évident. Et là, vraiment, on rentre dans le détail, hein, complément, donc complément à 2, etc. La conversion de type, donc ici, hein, mettons entier et double décimal, la création et manipulation d'objets, quand on crée un nouvel objet, une nouvelle instance, c'est un new, bien connu d'ailleurs même dans le langage lui-même, hein, ça correspond au langage à Java lui-même. La gestion de la pile opératoire, les swaps, quand on va swapper donc des données qui sont dans 2 endroits différents de la pile, la duplication d'une zone de la pile, le transfert de contrôle, l'appel de méthode. Hein. Alors, vous remarquerez, on le voit d'ailleurs ici à droite, la plupart des instructions ont un préfixe ou un suffixe qui correspond au type de données manipulées. Alors, le i que vous voyez ici, c'est pour entier. Là, ça veut dire icons_2. Le programme qui est ici, c'est le résultat de la compilation de ce petit bout de code qui est là, hein, qui est un bout de code en Java. Hein. Et donc, le icons_2, eh bien, ça vous charge l'entier 2 dans la pile. Hein, le istore1, ça charge une valeur entière dans la variable 1. Iconst2, c'est pas pareil que le store. Et donc, on retrouve d'ailleurs à peu près toujours les mêmes mnémoniques. Hein. Le ilo_1, ça charge une valeur entière depuis la variable locale 1. Bon, vous pouvez regarder, il y a 200 instructions à se mettre dans la tête, mais on ne programme pas en bytecode. Attention, hein, je vous montre ça simplement pour vous montrer ce que fait finalement un runtime Java dans sa mémoire virtuelle. Eh bien, il exécute, dans sa machine virtuelle, il exécute donc un programme qui est une sorte de programme de l'assembleur. C'est une spécificité du monde Java. Dans le même ordre d'idée, c'est à peu près pareil, hein, c'est pas le même environnement, mais ça ressemble. Vous avez chez Microsoft, vous avez donc tous les langages qui sont compatibles avec l'architecture dite CLI de Microsoft. Dans cette architecture CLI que l'on voit ici, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une CLR. Hein, donc, en fait, c'est la machine virtuelle d'exécution, c'est le runtime d'exécution de tous les programmes écrits avec les langages conformes, avec la typologie, par exemple, de données qui existe chez Microsoft. Il y a donc, c'est une autre machine virtuelle. Alors, on l'appelle la CLR, mais finalement, c'est la même chose. Hein. Une machine virtuelle Java et la CLR, c'était exactement le même principe que ni l'un ni l'autre, encore une fois, n'ont inventé. C'est là où se passent les choses. Alors, pour être un tout petit peu plus précis, je vous montre comment ça se passe. Quand on est dans un monde Microsoft, vous partez d'un code source, très bien, vous le compilez, vous obtenez donc ce qu'on appellera un code intermédiaire. Et donc, un code intermédiaire, le MSIL, pour Intermediate Language, c'est l'équivalent, si vous voulez, du bytecode, hein, qui va s'associer à des métadonnées, les métadonnées qui vont donner un certain nombre d'informations pour accompagner ce programme et surtout pour l'exécuter. Ensuite, on va charger des classes à partir des librairies de classes, tout ceci se faisant donc, de manière automatique, bien entendu. On fait l'assemblage avec ces classes, et puis on a toujours dans le monde Microsoft une deuxième phase de compilation qu'on appelle la compilation de type just-in-time, qui n'est d'ailleurs pas une spécificité de Microsoft, puisqu'on trouve la même chose maintenant en Java ou avec d'autres langages. Python, par exemple, c'est la même chose. Et on obtiendra à l'issue de cette compilation, si c'est systématique chez Microsoft, c'est parce qu'on sait que l'on va travailler sur une machine Windows. Vous voyez, donc, on n'a pas d'inquiétude de ce point de vue-là. On sait que ça va fonctionner comme ça. Donc, on peut effectivement faire une compilation qui, cette fois-ci, va générer un code natif, spécifique de la machine, se trouve Windows. Et on aura donc un code qui sera natif et qui sera géré ou non. Alors, on dit que le code est géré lorsque il s'exécute sous un système automatique de désallocation de la mémoire, l'équivalent du garbage collector, qui entre nous n'est pas plus efficace. Hein. C'est partie des grandes problématiques que l'on a d'ailleurs, que ce soit avec Microsoft ou avec d'autres. C'est compliqué de faire un garbage collector.
C'est pas évident de faire un nettoyeur d'objets. Hein. C'est quoi? Je ne me sers plus d'un objet. Est-ce que je peux véritablement l'effacer? Ça n'a rien d'évident. Bon, et puis alors le code qui n'est pas géré, c'est donc ça veut dire que c'est à vous à le faire dans votre programme. Mais finalement, c'est un peu la même chose. Dans les deux mondes, on a donc bien une machine virtuelle qui est le runtime. Alors, je vous disais que d'autres langages, tels que Python, on est convaincu que Python est un langage interprété. Bien sûr, c'est un langage interprété. Et alors, ça lui est suffisamment reproché. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Python, dont vous avez ici quelques caractéristiques, et dont je rappelle qu'il a été créé donc, dans les années 90 par Guido van Rossum, hein, très important aujourd'hui dans le monde du big data, qui est un langage qui est très lisible, qui est orienté objet, bien sûr, qui est multiplateforme, parce qu'il tourne sur de nombreuses plateformes. Il a un typage dynamique fort. On peut lui reprocher, d'ailleurs, on peut estimer que le typage statique est quand même une meilleure garantie de sécurité. Enfin bref, un certain nombre donc d'avantages. Il est extensible avec des modules, il utilise des structures de données de haut niveau. Mais, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'en fait, le compilateur Python existe. Et que quand vous exécutez un code Python, eh bien, vous faites pour interpréter ce que vous croyez être une interprétation d'un bout de code Python, en fait, vous lancez une compilation qui vous génère un code dit bytecode, un petit peu du même genre que celui donc de Java. Et vous voyez ici sur cet écran, vous avez une petite routine en haut, une définition, donc c'est un petit bout de programme donc, qui va imprimer deux fois une valeur, enfin, qui va imprimer toutes les valeurs de i pour i étant plus petit qu'une certaine valeur x qui est un paramètre d'entrée, c'est un tout petit truc de rien du tout, eh bien vous voyez en dessous quel est le programme, on va dire presque assembleur, hein, vous voyez, qui est généré par Python. Mais ça, on ne le voit jamais. Alors je vous le montre parce que j'utilise donc un désassembleur, puisque DIS, et c'est le module de Python qui fait le désassemblage donc, du code source, mais vous voyez, c'est un peu la même idée. Alors bien entendu, comme pour Java, on ne va pas développer du code avec ça. Mais, in fine, derrière, c'est bien ce que vous produisez. Et je pense que plus on est à l'aise avec ce qui se passe véritablement derrière le capot, et plus on va produire, à mon avis, des choses qui seront plus pertinentes. Bien. Un mot quand même sur les containers, parce que les containers, donc vous savez, c'est une technologie qui a été introduite il y a de nombreuses années, qui a eu du succès à partir du moment où Solomon Hykes, dans le monde Docker, on a fait un véritable produit commercial. C'est quoi? C'est ce que montre ici ces schémas. En fait, on crée une image d'une application on crée une image, ce qui s'appelle un Dockerfile, par exemple dans le monde de Docker. Cette image, elle sera implantée sur une plateforme qui va donc le recevoir, sur laquelle il y aura un système d'exploitation. La différence entre les containers et les machines virtuelles, c'est que le container, il n'y a pas de système d'exploitation, il y a simplement des librairies qui permettent de communiquer avec le système d'exploitation qui est en dessous. Donc, moi, je fais une extension et je dis, au fond, un container avec ses librairies, c'est une forme de runtime. C'est une manière, de distribuer les applications, d'exécuter les applications. Et tout dépendra bien entendu de ces fameuses librairies, donc on voit ici quelques exemples, libirt, LXC qui est spécifique du monde Linux, et qui ne sont pas les mêmes bien entendu qu'avec Windows. Vous voyez, à mon sens en tout cas, c'est quelque chose qui ressemble, en tout cas, avec un petit peu la même finalité qu'un runtime traditionnel, mais avec l'extension. Bon, les containers. Bien, alors maintenant je vais insister sur un point qui est un point qui, à mon avis, est le plus important dans toute ma présentation d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le LLVM. D'abord, je trouve que c'est un projet que je trouve absolument génial. Comment appeler, c'est quoi LLVM? Pour moi, c'est une boîte à outils universelle qui englobe, ou qui découle, ou qui aboutit à un runtime. LLVM, c'est un ensemble d'outils, c'est une boîte à outils, qui a été écrite en C++ et qui permet donc d'écrire du code qui est portable
d'un environnement à un autre, qui est finalement assez proche du langage machine à la compilation. C'est donc ce qu'on appellera donc du bitcode, hein, avec donc LLVM. Je pense que c'est très important parce que c'est une respiration nouvelle pour tous les langages qui sont statiquement typés, dont les programmes peuvent être recompilés et devenir plus performants. Hein, je rappelle que statiquement typé, ça veut dire que je déclare de manière explicite le typage des variables que je vais utiliser dans mon programme. Alors, ce LLVM a été imaginé d'ailleurs par le créateur du langage Swift, maintenant chez Apple. Il a été imaginé pour produire donc des outils de compilation originaux et performants. Et c'est pour ça qu'on tombe exactement dans la problématique donc des runtime. Et donc, ils vont générer donc, ces compilateurs donc, du code intermédiaire, donc, le fameux bitcode. Alors pourquoi est-ce qu'on dit bitcode et pas bytecode? D'abord parce que avec LLVM, c'est un flux binaire qui est traité, alors qu'à l'origine, le premier bytecode, il était structuré en bytes, en octets. Ce qui n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, mais à l'origine, c'était comme ça. Donc, on fait une distinction entre le bytecode et le bitcode, mais finalement, c'est quand même une succession de binaires qui va arriver donc quelque part. Et donc, LLVM va faire quelque chose de fantastique, il va assurer donc leur portabilité, et donc en prévoyant un environnement d'exécution du fameux bitcode dans les machines cibles. Et patatrac, on retombe dans la même approche que l'on peut avoir avec .NET ou avec Java ou avec Python. C'est exactement la même chose. Ce qui était au départ, en tout cas, uniquement un projet de représentation d'un code de bas niveau proche des machines, hein, maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. C'est l'un des projets, à mon sens, les plus pertinents qu'on ait trouvé donc, depuis quelques années. Alors, l'avantage, si vous voulez, de LLVM, c'est qu'il vous permet de construire ou de modifier des langages existants ou des langages à créer. Bien. Et il vous le fait en prenant à sa charge un certain nombre de choses que vous devez autrement réécrire, c'est-à-dire vous devez réinventer la roue à chaque fois. Hein. Alors qu'il y a plein de choses dans un compilateur qui sont les mêmes. Donc, c'est une espèce de pot commun que va prendre en charge de LLVM, et ensuite, LLVM va vous permettre de fabriquer avec sa boîte à outils. Hein. Vous avez dedans un traducteur de code source, un compilateur de code source en bitcode, vous avez un compilateur de bitcode donc en langage machine, vous avez l'équivalent du JIT, donc Just in Time, vous avez un éditeur de liens, le linker, vous avez un désassembleur, vous avez un outil de mise au point qui s'appelle LTV, un optimiseur de code, vous avez aussi des machines virtuelles, JIT, vous avez un interpréteur, vous avez une énorme boîte à outils qui vous permet de dire, je fabrique un langage. Toi, LLVM, tu te débrouilles à faire le travail que moi, je n'ai pas envie de faire. Et puis, moi, je vais adapter les spécificités du langage. Donc, c'est une boîte à outils universelle. Et ça, c'est vraiment très intéressant. D'autant plus, l'avantage, c'est que c'est open source. Alors, on le voit ici, d'ailleurs, sur ce schéma. On le voit, donc, vous voyez, on peut avoir des langages, par exemple, comme C, C++, Objective-C chez Apple ou d'autres langages, avec des compilateurs, les compilateurs qui ont été écrits grâce à la technologie LLVM, qui vont générer du bitcode, que l'on va pouvoir utiliser. Alors, LLVM va pouvoir générer derrière éventuellement, donc ça peut être du binaire, ça peut être du code pour s'exécuter dans un runtime de machine virtuelle, voire pourquoi pas dans le monde JavaScript, travailler de concert avec la technologie WebAssembly que je vais vous présenter bientôt, et vous voyez, ou même le fameux ASM.js, qui est une espèce de faussement appelé en tout cas assembleur donc JavaScript. Alors moi je suis très admiratif donc du créateur de ce projet parce que vraiment on peut faire énormément de choses avec ça. Vous pouvez donc la plupart du temps les gens s'en servent donc pour faire des compilateurs, ce qu'on va dire des compilateurs, on va appeler ça les compilateurs amont, ahead donc of time. C'est l'exemple donc de 6 langues. 6 langues, et donc une espèce de compilateur en amont qui va permettre de créer quelque chose d'intermédiaire. D'autres s'en servent simplement pour faire du just-in-time, de la compilation et l'exécution. C'est le cas de Julia, qui est un petit peu, on va dire,
pas le concurrent, mais en tout cas celui qui s'oppose le plus à Python, qui est un langage qui monte actuellement, et qui, lui, a besoin d'un code très rapide pour interagir avec, on va dire, le système d'interaction prompt, hein, donc le fameux REPL. LLVM peut aussi être utilisé pour optimiser du code. Alors, vous avez des fonctions de type inlining. Je vais vous donner la définition un peu plus loin. Ça vous supprime le code mort. Ça peut vous traiter les boucles, le fameux unrolling, c'est-à-dire le fait de, quand vous avez une boucle, eh bien, vous la décortiquez, vous la décomposez de manière à ce qu'une fois décomposée, elle soit plus efficace. Eh bien, ça, ce qui permet de faire parfaitement donc LLVM. On peut faire avec LLVM des transpilers, on va avoir quelques exemples un peu plus loin, c'est-à-dire en fait des compilateurs de code source à code source, en particulier dans JavaScript. Hein. Et il y a un projet qui est très important dans ce domaine-là, c'est le projet Mscript, donc qui est une conversion de Bitcode en JavaScript. Donc vous voyez, vous partez peut-être d'un langage comme Java ou comme du C, vous passez par la filière de l'LVM et vous arrivez à quoi? Vous arrivez à du JavaScript. Ou alors, on peut s'en servir pour étendre, comme je vous disais tout à l'heure, donc le périmètre de pertinence, le périmètre de fonctionnalité d'un langage sans le remettre en cause. J'ai pris ici un exemple qui est l'exemple des multiprocesseurs donc, CUDA, donc de NVIDIA. Eh bien, il a ajouté donc, le support CUDA à d'autres langages qui permettent d'être compatibles avec CUDA, mais qui au départ ne l'étaient pas. Vous voyez, c'est tout l'intérêt de la chose. C'est donc vous partez éventuellement d'un langage qui existe, vous le modifiez, LLVM est parfait pour ça, ou alors vous créez un langage, on va dire que c'est une super boîte à outils universelle. Alors pour l'explication donc un peu plus concrète, je vous ai mis ici sur la partie droite une comparaison entre Java, le code Java bytecode, et puis le code LLVM tel qu'il est généré, le bytecode qui est ici, issu de la compilation d'un petit truc très simple qui est une fonction arithmétique qui va renvoyer un entier à partir de 3 valeurs x, y et z et il retourne le produit de x multiplié par y plus z. On n'aura pas le prix Nobel pour ça. Eh bien, quand vous compilez ça avec un compilateur, donc LLVM, vous obtenez ce que vous avez ici au milieu, qui se sert, alors c'est la caractéristique, il se sert donc des registres et de zones mémoire. Il ne fonctionne pas comme un bytecode de Java sur une machine à état. Ce n'est pas pareil. Donc, vous voyez, vous avez un define, le i32, vous voyez, c'est un petit peu la même idée. Hein. Vous voyez bien que vous avez des valeurs intermédiaires avec un pourcentage TMP égale mul i32 pourcentage x ou modulo x et modulo y, et puis vous obtenez le résultat. Si vous faites la même chose avec Java, cette fois-ci, vous avez un programme qui est ici en dessous, et vous voyez bien un petit peu les mêmes instructions que celles que je vous ai montrées tout à l'heure, avec donc le chargement, la multiplication, l'addition, et puis le retour donc, de la valeur. Ici, on est bien sur une machine à état, alors qu'avec le LLVM, on est sur une machine à registre, ce qui n'est pas pareil. Alors, moi, je considère que ça, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel. C'est une évolution qui est fondamentale. Et je crois, chers amis, que vous, dans vos équipes, si ce n'est pas déjà fait, hein, il faut absolument s'intéresser à LLVM. Bon, regardez ce que c'est, mais je suis convaincu que vous l'avez déjà fait. À mon sens, c'est quand même l'un des projets, à mon avis, les plus marquants depuis quelques années. Alors, on bascule maintenant dans les engins JavaScript, alors les runtime JavaScript. Alors, on rappelle que, alors, pourquoi on l'avait dit tout à l'heure, hein, pour la nécessité d'avoir des programmes qui soient très très performants. Hein. Alors, le programme JavaScript, il ne faut pas l'oublier, c'est un flux qui est traduit. Donc, vous voyez, le programme JavaScript, c'est un flux qui est traduit en tokens. Les tokens, c'est quoi? C'est tout ce que vous trouvez dans la syntaxe de JavaScript, sauf les blancs. Les mots réservés, les identificateurs, les littéraux, la ponctuation, enfin tout ce qui n'est pas espace. Vous voyez. Et donc, ces tokens sont envoyés donc, dans une structure traditionnelle JavaScript, c'est envoyé donc à un parseur qui va donc fabriquer ce qu'on appelle donc un arbre syntaxique et qui est celui qui est en bas. En fait, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'un engin JavaScript, eh bien, il s'applique à interpréter
Cet arbre syntactique, on l'appelle syntaxique AST. D'ailleurs, ASM.js est une manière de transformer donc cet arbre syntaxique. Bien. Ensuite, une fois que vous avez construit dans votre cheminement donc JavaScript, l'interpréteur que vous avez, que vous avez dans votre machine, eh bien, va naviguer dans cette arborescence et il va générer lui aussi un bytecode qui est un code intermédiaire qui va remplacer l'AST. Le profiler, dont son travail, ça va être de surveiller ce code et de s'assurer qu'il est optimisé. S'il ne l'est pas, il le fait. Et le compilateur, in fine, mais ce n'est pas toujours le cas, ça dépendra, eh bien, va générer un code de plus bas niveau, si c'est nécessaire, compréhensible par la machine, qui là encore devra être optimisé. Ça, c'est le fonctionnement d'un engin JavaScript. La plupart du temps, d'ailleurs, on va dire que la plupart du temps, les programmeurs ne s'en préoccupent pas. Et c'est peut-être pas idiot de temps en temps de leur rappeler, encore une fois, ce qui se passe derrière le cadre. Alors, dans le monde JavaScript, je vous dis, c'est un point essentiel donc, de mon point de vue, il y a une star, hein, vous voyez ici, c'est le moteur JavaScript V8 donc, de Google. Alors, ce moteur de V8, pratiquement, il équipe maintenant tout ce qui marche bien. Hein, donc, alors, il fonctionne en mode, lui aussi, donc JIT, donc Just in Time. Il compile le code .js et il l'optimise avec des technologies donc, de type inlining. Alors, je rappelle que le inlining, c'est le remplacement par le compilateur du code d'un appel de fonction par le code de la fonction. Vous avez un code ici qui appelle une fonction. Bon, et bien là, on va chercher le code de la fonction et on le met dans le programme lui-même. Ce qui fait donc disparaître les appels de fonction. Bon, alors ça peut présenter un intérêt, des fois non, hein, parce que la taille du code peut augmenter donc sensiblement, c'est vrai. Le code peut aussi être plus lent, c'est vrai, et consommer plus de ressources. Alors, tout va dépendre des fonctions, et on va dire que l'inlining n'est pas seulement une technique d'optimisation, c'est aussi un encouragement à écrire donc, du code optimisé qui soit bien découpé. Alors, vous avez donc technologie donc, de inlining ou de copy elision. C'est quoi? C'est une technique qui évite de copier des objets inutiles. Voilà. Donc, il les détecte et donc il ne les copie pas. Alors que les moteurs précédents, hein, avant le V8, se contentaient simplement de lire ligne à ligne le code JavaScript dans la filière que je vous ai indiquée tout à l'heure et de l'interpréter. Lui, il effectue un travail d'optimisation globale de très bonne qualité et très performant. Alors, ça a été développé pour les deux versions de navigateurs Internet que sont Chrome et Chromium, hein, pour améliorer donc, les performances de JavaScript. C'est un projet qui a été mené au départ par un dénommé Lars Bak, c'était en 2008, et c'est un Danois, alors c'est très étonnant, il y a beaucoup de Danois qui se sont fait connaître dans le monde du développement. Alors, ce que fait bien le V8, il compile le code JavaScript, bien sûr, il gère ce qu'on appelle les call stacks, donc pour garder la position des appels de fonction en cas d'appel multiple. Il gère la mémoire assignée au programme, la heap memory, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à ce qu'on trouve avec la machine virtuelle Java. Il assure la garbage collection et il est compatible avec tous les types de données. Et élément essentiel, il y a un mécanisme de initial interpreter, donc qui compile le code en code machine non optimisé. Et à l'exécution, le code machine est analysé et recompilé pour avoir de meilleures performances avec deux composants clés que vous avez dans le V8 qui s'appellent Turbofan et Crankshaft. Ça, c'est une Formule 1. Une Formule 1, et depuis donc, les dernières versions, il y a une version V8 Lite qui était destinée donc, à des mobiles. On a depuis donc, des versions optimisées récentes, on a gagné près de 20% d'amélioration pour les sites web classiques, ce qui est donc considérable. C'est une Formule 1 qui fait un travail sur JavaScript qui est absolument remarquable. Et tous ceux qui avaient dans leur carton, par exemple, Nashorn, qui était un autre moteur JavaScript, l'ont abandonné. Et maintenant, c'est pratiquement, je ne vais pas dire que tout le monde est passé là-dessus, mais c'est tout comme. Toujours dans le monde des JavaScript, le monde donc on va dire des ressources de calcul donc, et des runtime, je vous ai mis sur ce schéma des références à ce qu'on appelle le transpilage, les transpileurs. Un transpileur, par définition, c'est un compilateur qui traduit un code source dans un autre code source. Les plus connus, je vous le dis tout de suite, c'est
les compilateurs, les transpilers JavaScript. Alors, il y en a énormément, hein, et vous les trouvez en particulier, je vous l'ai dit, avec Emscripten et donc LLVM, tel que tout à l'heure, je vous l'avais indiqué. Mais vous en avez toute une série. Prenons un cas. La parallélisation, par exemple. Vous avez un code écrit en C, ou en Fortran, ou en Python, encore mieux, et puis avec. Bien. Et qui est linéaire. Bon. Et il s'exécute dans un runtime qui va exécuter d'une manière linéaire. Il se peut que le traitement demande 3 semaines. Et on se dit, pourquoi ne pas utiliser les qualités donc, de parallélisation donc, des machines sur lesquelles se trouve le runtime. Il y a plusieurs runtimes, qui plutôt qu'il y en a un seul qui fonctionne, on pourra en utiliser plusieurs à la fois. Sauf qu'il faut paralléliser le code. Et si vous voulez paralléliser le code, ce n'est pas évident, d'abord ce n'est pas toujours possible, hein. Et puis donc il faut se faire aider par des compilateurs, et souvent il y a un travail important à faire, mais au fond ce que vous faites, eh bien, vous transformez votre code de manière à ce qu'il bénéficie des conditions d'exploitation du runtime dans lequel il va s'exécuter. C'est typiquement ce que l'on faisait avec des machines multiprocesseurs. On parlait de CUDA tout à l'heure, c'était ça. Ou alors avec des machines telles que les Cray, ou les machines maintenant en cluster, c'est la même idée. Vous parallélisez le code, vous envoyez des petits bouts de code, si on peut le faire, dans des endroits différents, et ils font leur travail. Et bien ça, c'est un transpiler. Dans le monde PHP, on va le voir dans un instant, la création d'un code intermédiaire à partir donc, de PHP, on va générer du C++ par exemple chez Facebook, eh bien c'est une façon de faire du transpilage. Java et C#, MSIL pour C#, ou disons .NET, et puis Java, le bytecode, c'est du transpilage. Puisque après ce code, vous pouvez, alors c'est pas vraiment du code source, mais c'est quand même du code, on va dire, relativement proche de la machine, mais aussi un peu éloigné de la machine. Donc souvent, on fait du just-in-time pour compiler après du code proche de la machine. Et donc ça aussi, c'est du transpilage. Et puis, LLVM, on vient de le voir à l'instant, c'est du transpilage, puisqu'on peut, à partir d'un bitcode, générer plusieurs sources différentes. On peut avoir du code binaire, on peut avoir du code JavaScript, encore autre chose. Ça, c'est le côté génial. Et puis même, dernier point, le refactoring, ce qu'on appelle le refactoring, c'est donc le nettoyage d'un code. Vous faites de la maintenance, et donc vous avez votre code, au bout de 10 ans de maintenance, il est tellement pourri, il n'y a plus que des commentaires dedans. Eh bien, vous lui injectez donc des fonctions de nettoyage pour enlever donc, les composants qui ne sont pas utilisés, enlever des commentaires inutiles, les duplications, etc. Vous faites un transpilage puisque vous partez de la code source et vous arrivez à un autre code source. Exactement la même chose. Et d'ailleurs, souvent, ça a des conséquences, cette fois-ci en termes d'exécution et de performance. Rappelez-vous, les grands critères que je mets derrière, les 5 grands critères que je mets derrière, parmi lesquels il y a donc les performances. Ça, c'est le transpilage. Alors, des transpilers, vous en avez beaucoup, hein, des transpilers dans tous les sens. Alors, parmi ces transpilers, il y en a un qui est vraiment essentiel, qui s'appelle Node. Node, c'est quoi? C'est faire du JavaScript sur les serveurs. C'est donc un runtime d'exécution sur un serveur qui va exécuter donc du code JavaScript. Je rappelle quand même qu'à l'origine, JavaScript était un langage qui était destiné uniquement au poste de travail. Je vous dis, il était embarqué dans des pages HTML. Maintenant, c'est différent. Node est un projet que je trouve assez remarquable également, hein, et qui permet donc, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un serveur qui n'est pas bloquant. C'est-à-dire qu'avec Node, vous êtes du côté du client, vous pouvez lancer plusieurs requêtes. Vous lancez une requête, mais vous pouvez en lancer une autre, même si la première n'est pas terminée. Les serveurs bloquants, ça ne marche pas comme ça. Vous lancez donc une requête, il faut attendre que ce soit fini, et quand c'est fini, on peut passer à autre chose. Node est un serveur dit non bloquant qui permet donc de construire des serveurs extrêmement performants qui ne bloquent rien du tout. Hein, à vous simplement d'imaginer et de comprendre, de modéliser surtout la manière dont vous allez organiser donc ce parallélisme. Alors c'est aussi une API de bas niveau qui explique ses performances. Mais l'inconvénient, on va dire que le mauvais côté de la chose, c'est que ça oblige le développeur donc à développer, donc à traiter des aspects de ses programmes qu'il avait plutôt l'habitude de sous-traiter à d'autres composants d'architecture
par exemple avec Apache, le serveur HTTP. Node est extrêmement rapide et il produit donc à l'exécution, au runtime, des applications web performantes et peu encombrantes. Et il y a pour ça deux raisons. L'usage du moteur V8 de JavaScript, donc Google, dont on vient de parler, et puis sa faible consommation en ressources. En fait, il y a une grande différence entre le fonctionnement de Node et le fonctionnement de Java. Node ne fonctionne pas avec un serveur HTTP. Et, voyez, donc il ne passe pas par ça, alors qu'avec d'habitude, normalement, on passe par un serveur HTTP qui va traiter chaque requête individuellement. Et dans le cas de Java, par exemple, eh bien, pour chacune des requêtes, il va créer un process, un thread pour chaque demande. Dans le cas de Node, il n'y a pas de serveur HTTP, il faut traiter soi-même dans le code, et là où c'est difficile, ça où ce qui est difficile, il faut traiter le balai de tous ces requests-réponses. Hein. C'est pas simple. Mais sur le serveur Node, il n'y a qu'un seul process qui fonctionne, qui est une espèce de, on va dire, d'allocateur de ressources. Il n'est pas lié, c'est pas un runtime d'exécution. C'est simplement un ordonnanceur qui reçoit des demandes et il organise la réponse à ces demandes, des demandes qui normalement sont plutôt de type peu consommatrices. Vous voyez, ce n'est pas des gros machins. Voyez, donc le problème, c'est qu'il faut programmer tout soi-même. La différence, donc, c'est qu'il n'y a qu'un seul thread, un seul process avec Node et il y en a beaucoup avec Java. Alors, c'est vrai que ce que l'on gagne en performance, dans certains cas bien précis, parce que pour des applications lourdes, Java sera, ou d'autres, hein, ou C# seront beaucoup plus performants. Mais pour des applications, on va dire web, avec pas trop de ressources, pas trop des transactions relativement limitées, là, ça peut être très intéressant. Alors, il n'y a pas que Node qui existe. D'abord, vous avez Deno maintenant, qui est un petit peu c'est l'anagramme, bien entendu, hein, qui est un petit peu l'équivalent donc de Node. Il y a d'autres serveurs donc, qui existent aujourd'hui. Vous avez Jaxer, donc de Axana, vous avez EGScript, vous avez Ringo, vous avez AppEngine, etc. Toute une série. Ça, c'est très important. C'est donc à la fois une API et un runtime, donc une API de bas niveau, et un runtime, mais plutôt pour des applications web, on va dire, assez simples. Alors, on va bientôt terminer, et donc je voulais faire quand même un petit paragraphe du côté du WebAssembly. Alors, le WebAssembly, là encore, c'est une plateforme d'exécution dont vous allez forcément entendre parler, hein, maintenant, qui est en train de monter en puissance d'une manière extraordinaire. Alors, c'est un formatage de bas niveau, hein, donc qui permet donc l'objet, si vous voulez, c'est d'exécuter donc à grande vitesse des applications dans le navigateur web. On l'a dit, performance avant tout. C'est le résultat de la compilation d'un code qui a été écrit avec un langage qui est déjà proche de la machine. C'est important ça. Par exemple, peut-être du C ou Rust. Ce sont des langages qui sont très proches de la machine et c'est pourquoi le WebAssembly est plutôt adapté à ces langages. La raison, c'est la gestion mémoire. En JavaScript, Java et d'autres langages de haut niveau, la gestion mémoire, c'est fait donc par un garbage collector, l'équivalent, hein, qui prend à sa charge le nettoyage, alors qu'en C, C++ ou Rust, il faut tout faire soi-même. Et WebAssembly fonctionne de cette manière, ce qui le rend donc plus adapté, plus facile à produire en compilation avec du C, du C++ ou du Rust qu'avec un autre langage. En fait, WebAssembly est très proche de JavaScript. On peut d'ailleurs appeler des modules WebAssembly à partir d'un code JavaScript, et réciproquement, hein, et ils sont complémentaires. Alors, ils s'appuient sur deux éléments, voyez, la notion donc, de runtime, une machine virtuelle spécifique qui va être capable d'exécuter du WebAssembly et du JavaScript, hein, traditionnel, et puis c'est aussi une API, avec des fonctions que le navigateur va appeler pour faire fonctionner l'application. L'un des avantages, c'est qu'on peut générer ce WebAssemblage à partir de plusieurs langages de haut niveau, ce que j'ai montré ici sur ce schéma. Et vous retrouvez bien entendu MScript. Voilà. Alors, par exemple, vous pouvez écrire du code C, C++ sur Rust, vous le compilez avec MScripten ou d'autres plateformes LLVM. Hein. Dans un autre domaine, mais qui ressemble quand même, on va dire le transpiler TypeScript peut aussi produire du WebAssemblage. Alors, en Java, si vous êtes intéressé par un WebAssemblage, regardez donc vous intéressiez donc à deux projets, un qui s'appelle Bytecoder et l'autre s'appelle TVM, donc qui traduisent du bytecode Java en WebAssembly.
Il y a aussi, on peut faire la même chose à partir donc, du langage donc, intermédiaire issu du langage Kotlin, donc imposé maintenant, imposant Google. Chez Google, d'ailleurs, Go est compatible. C'est donc un runtime, c'est une API de bas niveau, et ça permet d'exécuter des applications très performantes dans le navigateur Internet. Alors, il me reste deux petites choses. Je vais peut-être déborder de 2 minutes, si vous voulez bien me pardonner. Il y a PHP. Alors, PHP, dont on dit beaucoup de mal, mais il ne faut pas, hein, car c'est 81% donc, des sites Internet de la planète aujourd'hui. PHP, c'est un langage script côté serveur qui permet donc de développer des sites web dynamiques, donc qui génèrent donc les pages HTML avec le JavaScript qui est dedans. Il y a aujourd'hui des milliers, donc avec PHP 7, il y a maintenant des milliers donc, de classes qui sont disponibles. PHP qui a des caractéristiques de langage objet. Hein. Deux grands acteurs, Zend, qui a été racheté, et Facebook. Alors, il faut bien regarder comment ça s'est passé parce que c'est comme ça qu'on comprend bien la mécanique qu'il y a dans PHP maintenant. Facebook avait beaucoup travaillé, avait monté donc son système énormément avec PHP. Mais comme PHP n'était pas suffisamment performant, il avait écrit un transpiler, c'était en 2008, un PHP, c'était la version 5, hein, qui générait donc du binaire C++ compilé. Performance multipliée par 2, mais temps de compilation élevé, et puis surtout des différences entre les plateformes qui étaient assez gênantes. En 2011, ils ont créé donc une machine virtuelle, donc un runtime, qui s'appelle HHVM. Donc, c'est un disons que HHVM permet d'exécuter donc du code JavaScript issu donc du transpilage de PHP, du JavaScript exécutable cette fois-ci dans un moteur V8. Et il se trouve que c'est vrai que le couple PHP-JavaScript depuis 2011 avec HHVM et cette machine virtuelle sur runtime est plus performant que C++. Les performances en compilation, par exemple Just in Time, ont été améliorées de 100%. Le problème, c'est que les technologies qui sont utilisées pour la garbage collection dans le PHP de la version PHP V8 ne sont pas les mêmes entre le garbage collector de PHP et puis le V8, ce n'est pas les mêmes. Bon. Conséquence, en ce qu'a fait Facebook, il a donc écrit son propre garbage collector, très bien, il a écrit son propre Just in Time qui a donné naissance donc à ce fameux HHVM, qui est donc une machine virtuelle. Et le code PHP issu de compilation maintenant, eh bien, il est transformé en une espèce de bytecode qui s'appelle le HHBC, qui est stocké dans une cache avec une structure de base de données SQLite. Voilà. Bon, et maintenant, donc, PHP donc, a été entièrement remplacé par Hack chez Facebook, hein, qui est un dérivé donc, de PHP, mais cette fois-ci avec un typage statique. Bon, vous le voyez ici, des expressions lambda, des collections de type standard, etc. Donc, chez Facebook, il y a eu un cheminement, vous pourrez le regarder tranquillement après, un cheminement vers les performances. Et puis, dernier point que je voulais vous montrer, eh bien, c'est l'autre aspect donc, de PHP, c'est le moteur Zen. Hein, Zen, c'est une entreprise israélienne qui a été créée donc, en Israël par Zuraski donc, et Gutmans, qui ont été appelés, c'était à l'époque de PHP 5, pour prendre en main et faire quelque chose qui soit un peu pertinent, qu'on puisse opposer donc, au monde de Microsoft. En 2014, Gutmans avec Zev Zuraski avait lancé son propre Just-in-Time, donc, qui était donc un Just-in-Time, donc PHP, avec un gros nettoyage donc, des API Core, forte amélioration donc, de l'usage de la mémoire, etc. etc. Alors, c'est baptisé PHP-NG pour une nouvelle génération, et ça sert de base aujourd'hui à PHP 7. Et vous voyez bien, ce n'est pas la même chose que Facebook. On est dans deux mondes différents. Là, ici, on est, on va dire, dans le monde officiel. Hein. Voilà. Le Zend actuel, le Zend Engine actuel, donc s'appelle le Zend Engine 3. C'est à la fois donc, un compilateur et un runtime. Et les scripts PHP qui sont chargés en mémoire, ils sont compilés et le code intermédiaire, ce sont ce qu'on appelle des opcodes, qui sont en fait des fonctions, 255 fonctions PHP qui sont prédéfinies. C'est une autre manière, vous voyez, d'envisager cette espèce de code intermédiaire, MSIL, bytecode, bitcode, le bytecode de Python. Là, vous êtes ici sur
on va dire un langage constitué avec des fonctions. Voilà à peu près donc, ce qu'il en est. Bon, j'ai un tout petit peu débordé, je vous prie de m'en excuser. Avant de vous dire au revoir, je vous rappelle que vous avez sur cette présentation, vous avez ici nos différents rendez-vous. Alors, j'attire votre attention en particulier sur un rendez-vous qui aura lieu donc mercredi prochain, qui sera donc présenté par Thierry Mangin, qui est très intéressant, c'est sur les nouvelles méthodes de travail. Alors là, avec le Covid, évidemment, on est complètement bousculé. Donc, les nouvelles méthodes de travail, ce sera donc, à mon avis, très, très intéressant donc, à suivre. Et puis, vous avez ensuite, jusqu'à la fin décembre, et si vous le voulez, vous pouvez donc vous abonner. Hein, vous pouvez donc aller sur notre site et puis vous vous abonnez à tous les webinaires qui vous intéressent jusqu'à la fin de l'année. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, juste pour terminer, vous voyez, c'est quelque chose d'un peu particulier. Cette présentation que je vous fais, c'est une espèce de couche au-dessus de ce que l'on fait habituellement. C'est une espèce de synthèse de ce qu'on peut constater actuellement. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à communiquer avec nous, hein, avec moi, je vous répondrai, je vous le promets. En tout cas, en attendant, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne continuation, bon courage, et puis je vous remercie de votre attention.